Donc bonjour à tous, nous allons démarrer notre webinaire aujourd'hui. Donc pour rappel, toutes les questions sont à adresser au travers du chat et on apportera les éléments de réponse donc à la fin de la session du jour. On a à peu près 40 minutes de webinaire, on va tenir le timing. Alors je vous propose de démarrer par un tour de table. On va commencer par les dames pour la politesse. Céline, peut-être quelques mots sur toi. Alors bonjour à tous, donc moi je suis directrice de la BU pilotage et PMO chez Novéane et donc mon équipe de consultants intervient auprès des clients du secteur public et privé pour les accompagner sur des problématiques de pilotage, de portefeuille, de projets programmes ou pour la mise en place de cellules de type Project Office également. Excellent. Et aujourd'hui donc nous avons Amaury Normand autour de la table. Bonjour à tous, Amaury Normand, donc je suis consultant Novéane dans les équipes de Céline et spécialisé dans la partie pilotage et PMO. Ok, très bien, c'est parti. Un programme de transformation digitale grâce à un tiers de confiance. Alors, on a constaté que globalement, avec la crise, et Toilo a fait une très belle étude sur le sujet auprès de 2500 décideurs, que la crise avait amené une évolution très rapide et une accélération en faisant gagner en moyenne 6 ans sur l'évolution des marchés, sur les nouveaux usages et pratiques numériques, voire même mieux en France, c'est 6,7 ans selon cette étude. Et donc, c'est un vrai challenge parce que cette transformation qui se fait un peu à marche forcée, elle oblige aussi à accélérer les programmes de transformation, peut-être même avant de les accélérer, déjà de les sécuriser pour faire en sorte qu'ils tiennent les objectifs et les engagements, et donc d'être en recherche également de performance permanente, que ce soit en termes de services, d'organisation et d'IT plus globalement. Donc, c'est des programmes qui sont souvent des programmes d'envergure, qui sont composés de plusieurs dizaines de milliers de jours hommes ou de millions d'euros, et donc avec une complexité intrinsèque assez forte parce que on est à cette maille-là avec des écosystèmes larges dans lesquels on a des acteurs internes et externes. Et c'est là où ça devient assez intéressant, et c'est bien l'objet du webinaire du jour, c'est que il faut arriver à faire converger l'ensemble de ces acteurs vers des intérêts communs et l'objectif de transformation. Et donc, du coup, ça nécessite à la fois d'avoir une mise sous contrôle des cadres d'intervention, que ce soit sur la dimension contractuelle, juridique, les périmètres, les architectures de programmes, etc. Il y a une dimension soft, au sens soft change de ce type de programme dans lequel il faut arriver à faire en sorte de faire une forme de médiation, quelque part, n'ayons pas peur des mots, entre les différents intervenants pour faire en sorte qu'il y ait une vraie convergence des intérêts. Et un troisième axe qui est extrêmement important, qui est le fait d'arriver à piloter en boucle courte pour arriver à faire en sorte qu'on maîtrise les effets tunnels et les effets de bord de ce type-là, pour faire en sorte aussi d'optimiser au mieux l'utilisation des capacités à faire et les paliers de création de valeur. Donc voilà le webinaire qui nous intéresse et la thématique qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, quelques mots rapidement pour présenter Novéane. On va faire ça vraiment en 2 minutes top chrono parce que c'est l'objet principal et vraiment le business case. Novéane, donc c'est 140 collaborateurs, en moyenne 200 clients à peu près par an, donc une assiette assez large qui nous permet justement d'avoir la fertilisation croisée et beaucoup de retours d'expérience. 16 millions d'euros et des forts investissements en termes de chiffre d'affaires sur des sujets de R&D interne pour arriver à renouveler en permanence nos offres et apporter de l'innovation à nos clients. Pour faire cela, on a deux grandes activités, une qui est autour de l'accélération digitale avec un savoir-faire autour du cadrage de ces transformations digitales, à la fois sous forme de schéma directeur, d'audit et de stratégie numérique, et sur toute la partie d'accompagnement en fait au lancement de l'ensemble de ces projets numériques, et également à la transformation de la cheville ouvrière de cette transformation digitale qui est la partie DSI. Un deuxième axe autour de cette accélération digitale qui est la partie Project Office et PMO. Donc Céline et Amaury aujourd'hui font pleinement partie de cette practice-là. On est vraiment sur la partie, comme le disait Céline en introduction, sur les sujets autour des PMO, des Project Office, sur l'audit des pratiques, sur la formation, bref, tout ce qui permet d'arriver à vraiment mettre sous contrôle l'exécution des programmes, des portefeuilles et des projets.
Et une troisième partie qui est orientée, qui est orientée d'un point de vue sectoriel autour des territoires intelligents, mais qui finalement est une pointe avancée d'un savoir-faire autour de la data et de la valorisation de la data, qu'elle soit à la fois dans une logique de territoire intelligent parce que ça constitue un croisement extrêmement riche et avec un fort potentiel de valeur sur l'interconnexion des données, et également sur tout ce qui est gestion de la relation avec le fait d'exposer, de mieux valoriser l'ensemble des patrimoines informationnels des entreprises ou des organisations publiques à destination de leurs bénéficiaires, de leurs clients, de leurs usagers, bref, peu importe comment ils s'appellent. Un deuxième domaine, processus et technologie, où là on va être sur la mise en place des solutions opérationnelles de gouvernance, à la fois gouvernance au sens pilotage des portefeuilles, des projets et des programmes, et également sur la partie pilotage des services, services qui peuvent être à la fois IT ou métier. Et un aspect de run et de qualité de process pour arriver justement au travers d'un centre de service à faire en sorte que l'ensemble de ces systèmes de gouvernance soient maintenus et soient en fonctionnement opérationnel continu avec les meilleures pratiques et que ce soit d'un point de vue fonctionnel et technique au bénéfice de nos clients. Voilà en quelques mots en ce qui concerne Novéane. Je vous propose qu'on bascule assez rapidement dans le business case qui nous intéresse aujourd'hui. Donc Amaury, déjà pour démarrer, qu'est-ce que tu peux nous dire en termes de contexte et de point de départ de ce business case? Oui, alors le cas concret qu'on va voir aujourd'hui, on traite d'un programme qui est réalisé sur une durée d'un peu plus d'1 an et demi, en co-développement entre un acteur majeur bancaire, qui était en l'occurrence mon client, et un grand cabinet de conseil, qui était le partenaire du client bancaire. Mon intervention a été réalisée pour le compte du client bancaire, donc en représentant la fonction PMO du programme. Donc, pour rappel, PMO, on est sur du Programme Management Office, et rattaché directement sous le directeur maîtrise d'ouvrage du programme. Donc, le programme qu'on va voir aujourd'hui, il a été fortement contraint par des déformations naturelles inévitables qui changent la vie au quotidien d'un programme, tels que des changements de périmètre, on a eu des problématiques techniques, de faisabilité, des modifications de délai. Et donc, par conséquent de tout ça, on va retrouver des problématiques de chiffrage ou de rechiffrage des projets, de la variation de la capacité à faire, des problématiques d'aspect juridique, réglementaire, etc., tout un tas de choses. On pourrait ajouter aussi pêle-mêle un peu d'autres problématiques, d'autres contraintes qui sont des dates imposées liées au marché, la gestion de ressources critiques, des dépenses entre les projets, la perte d'immobilisation d'applications. Enfin bref, tout un tas de choses qui nous montrent qu'aujourd'hui, la sécurisation des engagements dans ce programme en mode co-développement et l'approche tiers de confiance qu'on va emprunter aujourd'hui ont été particulièrement déterminantes. Alors c'est intéressant parce que je pense que c'est un contexte qui peut concerner pas mal de programmes. Et donc peut-être ce serait intéressant de préciser la notion de co-développement pour qu'on soit sûr d'avoir pas tous autour de la table et table étendue au sens digital du terme de tous les participants du webinaire, d'avoir la même compréhension de ce que cet aspect de co-développement. Oui, alors c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est pas quelque chose qui est forcément très commun. Comme son nom l'indique, le co-développement, en fait, ça va être un programme en co-développement, il va être réalisé donc entre deux partenaires intervenant quasiment à part égale, donc à 50% sur le programme. Donc ce programme, comme son nom l'indique, co-développement, il va être également copiloté. Donc on va retrouver des fonctions de pilotage équivalentes chez les deux partenaires. Et donc, comme je rappelais, moi, je suis intervenu en tant que PMO pour le compte du client. Donc, ça veut dire que en équivalent, j'avais également un PMO qui était rattaché au directeur du programme. Donc, j'étais rattaché au directeur du programme côté client. Et donc, il y avait un directeur du programme côté partenaire avec également un PMO qui lui était rattaché. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu constates déjà comme finalité par rapport à ce co-développement? Qu'est-ce que ça apporte justement? Alors, cette spécificité du co-développement, c'est vrai que ça apporte plusieurs choses. Ça permet de créer un esprit d'équipe, focalisé sur le succès des projets, notamment à travers la mobilisation des métiers de l'IT. C'est un type d'engagement qui est quand même assez particulier, mais qui a pour l'avantage de permettre aux clients de s'approprier la conception et la réalisation de nouvelles fonctionnalités du SI, et par conséquent lui permettre plus tard d'avoir une certaine autonomie lors des phases d'évolution ou de maintenance. Ça évite aussi la traditionnelle relation client-fournisseur. On aura un fournisseur qui serait sous la responsabilité du client. Ça évite aussi pour le partenaire, ça permet au partenaire d'avoir une certaine visibilité sur la variabilité, la prévisibilité de sa charge, et du coup de pouvoir s'organiser de manière un peu plus optimale, dira-t-on. C'est pas non plus un mode forfait, donc ça permet aussi de garder la flexibilité sur l'évolution du périmètre.
On imagine qu'en forfait, on aurait un cahier des charges qui soit très contraint dès le début. Là, on peut faire un peu plus d'évolution. Donc voilà, ça a certains avantages. Alors pour autant, je veux juste préciser que le programme dans lequel qu'on va voir aujourd'hui a été réalisé en mode cycle en V. Lorsqu'on parle de codev, ça ne veut pas dire, c'est pas synonyme forcément d'agile. Ok, c'est très intéressant. Merci Amaury pour poser le décor justement du business case. Alors, Céline, justement pour arriver à réaliser et à mettre en place en fait cette logique de tiers de confiance, j'imagine qu'on s'est bien évidemment intéressé à d'autres contextes de pilotage de programme pour en tirer les bonnes pratiques. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu constates en termes de niveau d'avancement sur le marché par rapport à ce sujet-là? Alors déjà, on s'est appuyé sur nos retours d'expérience, donc notamment sur du pilotage de programmes, alors des programmes à enjeux stratégiques forts. Et en fait, ce qu'on a pu constater, c'est que la dimension opérationnelle ne suffit pas pour piloter au mieux un programme d'envergure, même s'il y a un tiers de confiance qui est en place. Alors bien sûr, il est vital d'avoir en tête les enjeux et puis les jalons stratégiques du programme, tout comme le fait d'avoir une gouvernance et des processus associés. Mais en fait, c'est d'autant plus vrai pour un programme qui est en co-développement, où en fait, le niveau d'engagement de toutes les parties prenantes, il est essentiel. Et en fait, ce niveau d'engagement, il n'est possible que si chacune des parties prenantes de ce type de programme a bien une vision claire et précise de la stratégie globale de l'organisation. Donc, avoir en tête les enjeux du programme et aussi la stratégie globale de l'organisation. Et ça se traduit notamment par le fait que le programme auquel ces parties prenantes contribuent enjeux stratégiques de l'organisation, bien sûr, et que ce programme représente un poids significatif qu'on peut d'ailleurs suivre de façon plus transverse au travers d'un portefeuille. Et notamment, si ce programme a des adhérences avec d'autres projets ou d'autres programmes dans l'organisation, on constate qu'il sera beaucoup plus aisé de mettre sous contrôle ces adhérences au travail d'un portefeuille de projets, notamment au regard des enjeux stratégiques de l'organisation. Donc, c'est la raison pour laquelle il est essentiel, notamment pour les programmes en co-développement, que ce rôle de tiers de confiance soit identifié et mis en place idéalement dès le début, surtout pour s'assurer du bon respect de cet alignement stratégique, pour faciliter les échanges à tous les niveaux de l'organisation, que ce soit au niveau du programme ou au niveau de l'organisation, donc de façon plus large, et surtout de tracer ces adhérences et les impacts qui pourraient venir éventuellement perturber le programme en question. D'ailleurs, Amaury, peut-être que de façon très concrète, tu pourrais nous expliquer comment cela a pris forme dans le cadre du programme en co-développement sur lequel tu interviens avec ta casquette de tiers de confiance. Oui, tout à fait, Céline. Alors, ça va être l'objet aujourd'hui de la présentation qu'on va dérouler là. Faut savoir que ces programmes d'envergure, on parle là de programmes à plusieurs dizaines de milliers de jours hommes, souvent plusieurs millions d'euros. Il faut intervenir un écosystème large d'acteurs internes et externes. Donc, il va falloir garantir la convergence d'intérêts vers l'objectif de transformation. Donc, pour réussir cette transformation, il va être nécessaire de mettre en place certaines choses. On va mettre en place, l'important, c'est de mettre en place les conditions nécessaires pour maîtriser les engagements, en installant une méthodologie qui soit bien, qui soit appropriée au contexte du programme. On verra qu'aussi cette sécurisation des engagements, elle va passer nécessairement par une mise en place d'une gouvernance dans laquelle le PMO prendra un rôle essentiel et sera un apport de création de valeur à travers le pilotage du programme. Et donc, c'est une fois qu'on aura bien mis en place tout ce cadre bien défini qu'on verra dans cette dernière partie comment j'ai pu opérer en tant que tiers de confiance dans cet écosystème complexe. Donc, peut-être quelques illustrations concrètes justement pour montrer ces zones de création de valeur. Alors, cette première illustration, c'est une petite image qui, je trouve, illustre parfaitement un peu la problématique de maîtrise des engagements. Alors, vous lisez la personne qui met, pour la cité des temps, j'ai mis une seule ligne, truc de boulot, c'est plus simple. Bon, on est d'accord, c'est parfaitement l'opposé de ce qu'il faut faire. Pour maîtriser les engagements, on va forcément passer par l'utilisation d'une méthodologie qui va être commune entre les équipes projets et qui va être adaptée au contexte de l'écosystème et des besoins de transformation du programme. Qu'on utilise une méthodologie plus classique, plus linéaire, type le cycle en V, ou des méthodologies itératives telles l'agile ou le Scrum,
Les équipes projet, elles vont toujours se poser les mêmes questions. Hein. C'est quoi mes livrables de sortie et c'est quoi mon budget associé? Donc là, dans le cadre du programme qu'on vous présente aujourd'hui, on était sur une méthodologie classique, type cycle en V. Donc, au début, pour garantir la maîtrise, pour réussir ces enjeux de transformation, dans la maîtrise d'un budget alloué, les équipes de pilotage du programme, elles vont nécessairement définir les processus de suivi budgétaire et mettre en place des outils associés. Au début du programme, classiquement, l'équipe de projet, elles vont réaliser un chiffrage. Généralement, on va faire ça à travers des outils, hein, sous forme d'ABAC, ce genre de choses. Concrètement, ça va permettre aux équipes d'estimer, conformément à la méthodologie qu'on aura utilisée, donc là, en l'occurrence, c'était du cycle en V, la charge allouée à chacune des étapes ou des activités d'un projet, et selon les compétences qui sont requises pour le besoin du projet. Concrètement, dans le cadre donc là, du projet cycle en V, ça va permettre aux équipes de savoir c'est quoi leur charge prévue sur les étapes de spécification, sur l'étape de réalisation ou de déploiement du projet. Et pour chacune de ces étapes, ça va être quoi la part allouée à la maîtrise d'ouvrage pour les étapes de conception de recettes, de savoir quelle va être la part allouée à la maîtrise d'œuvre pour le codage des tests unitaires, combien on va mettre, quelle part de pourcentage de gestion de projet on va mettre sur le projet, etc. Donc voilà, on va passer forcément par cette étape qui va être le chiffrage au début du projet. Et une fois qu'on aura bien découpé donc ce programme et qu'on aura une décomposition du budget associé, pour pouvoir piloter tout ça, on va être obligé de mettre à disposition des équipes des outils qui vont leur permettre de suivre leurs coûts et les dépenses sur le projet. Dans le cas de notre programme, donc pour rappel, plusieurs milliers de joueurs hommes, ça faisait intervenir plusieurs dizaines d'acteurs, que ce soit internes comme externes, hein, donc du client ou du partenaire. On avait à la fois d'un côté les équipes maîtrise d'ouvrage et d'un autre côté les maîtrises d'œuvre, avec des localisations géographiques différentes. Pour pouvoir opérer tout ça, il nous fallait forcément un outil. Donc on avait fait le choix d'utiliser un outil de saisie des temps du marché. L'objectif, c'était bien d'avoir un outil qui était en centrale, hein, qui puisse être plugué sur le découpage du programme dont je vous parlais avant, selon la décomposition par étape, par activité, etc. du programme, savoir voilà, concrètement combien on avait de budget associé à chacune activité du projet. Et donc cet outil, il était plugué selon ce découpage-là et aussi selon les conditions contractuelles qu'on avait en place entre le client bancaire et le partenaire. Donc concrètement, ça va nous permettre quoi une fois qu'on a mis en place cet outil? Ça va permettre aux équipes de projet de savoir au fur et à mesure de l'avancement du programme combien ils ont dépensé sur le projet. En fait, ça va être un outil de saisie des temps, donc on va saisir des jours hommes qui sont valorisés en euros. Donc une fois qu'on aura cette consommation, ça va nous permettre de savoir combien il nous reste tout simplement sur le budget. Et puis on va mettre aussi à disposition des outils qui vont permettre aux équipes d'estimer le reste à faire qui est nécessaire sur leur projet et par conséquent quel va être l'atterrissage du programme. Ainsi, en cas de dépassement budgétaire, qui peut être lié pour tout un tas de raisons, hein, ça peut être lié à du retard, du changement de périmètre, ou ce genre de choses, ou d'autres complexités du programme qui peuvent arriver sur la vie d'un programme. Ça va permettre, ces outils-là, ça va permettre aux équipes de remonter à l'alerte le plus tôt possible, et le cas échéant, de demander du budget supplémentaire aux instances de la banque. Donc là, dans le cas qu'on étudie, le cas de ma mission, j'étais bien un des 2 interlocuteurs qui étaient dédiés pour l'animation de ces outils et la mise en œuvre des process associés. Donc ça peut être l'administration des outils, la mise à jour du consommé, tous les mois mettre à jour l'ensemble des outils pour savoir où on en est, consolider les données au niveau programme, voilà, tout un tas de choses. Et on était bien identifiés par les équipes projet comme les interlocuteurs uniques, donc mon homologue PMO et moi, tout ça pour permettre plus d'efficacité dans le pilotage. D'accord, donc là, on est vraiment dans un cadre méthodologique et un dispositif de pilotage bien partagé et bien maîtrisé. Donc, deuxième partie, comment est-ce qu'on sécurise des engagements alors? Eh bien, comme tu disais, effectivement, on a vu qu'il fallait bien avoir en place une méthodo, il faut avoir des outils, il faut avoir des process qui sont partagés. Mais pour que tout ça marche, pour que tout ça soit sécurisé, on va avoir également des acteurs qui vont être identifiés sur le programme et on va avoir un mode de gouvernance qui va être clairement défini. Sans ça ne pourra pas concrètement tourner. Donc, concrètement, le dispositif, on va avoir plusieurs acteurs au sein du programme. On va avoir des chefs de projet ou des directeurs de projet. Donc, eux, ils vont s'assurer de faire dérouler les projets, de s'assurer de l'exécution des travaux par les équipes. Donc, ils vont être en charge de la production des livrables,
le respect des délais, les budgets alloués. On va avoir aussi à un niveau supérieur, on va avoir pour permettre de maîtriser tout ça, généralement, on va retrouver une direction de programme qui, elle, va être en garante des enjeux, stratégies et de la validation des orientations des projets. Donc, la direction du programme, elle va être là pour piloter sur toutes les dimensions, que ce soit opérationnel, technique, humaine. Concrètement, c'est elle qui va piloter la disponibilité des ressources à partir des éléments de pilotage qui vont être fournis par le support programme. En l'occurrence, la PMO dont je faisais partie. En l'occurrence, sur ce programme-là, la PMO faisait partie intégrante de la direction de programme. La direction de programme va être aussi là pour faciliter les échanges avec les sponsors, avec les métiers de la banque. Et puis, c'est elle qui va réaliser les arbitrages si nécessaire et demander du budget supplémentaire si cela est nécessaire pour poursuivre le programme. Donc, on va avoir donc, comme j'ai dit, des directeurs de projet, une direction de programme. Mais à côté de tout ça, on va aussi avoir du support qui va être en transverse, qui va permettre de mettre bien sous contrôle tout le cadre d'intervention et contractuel du programme. Donc concrètement, ça va être quoi? Ça va être du contract management pour voir tous les aspects juridiques, contractuels, la gestion des contrats, ce genre de choses. On va retrouver aussi des directions des achats pour gérer et payer les fournisseurs. On va retrouver, par exemple, au sein des fournisseurs, des équipes transverses qui vont gérer toute la facturation, etc. Donc voilà, tout cet écosystème donc basé sur trois dispositifs distincts, la direction de projet, la direction de programme et du transverse. Et donc, ces acteurs-là, ils vont avoir besoin de s'appuyer sur une gouvernance qui va leur permettre d'avoir les bons intervenants au bon niveau. Donc, comme je disais tout à l'heure, la PMO, elle était rattachée à la direction de programme. Et concrètement, on avait un rôle d'interlocuteur central auprès des différents acteurs. Donc, auprès des directeurs de projet, pour animer tout un tas d'outils et puis s'assurer que les process tournaient, comme je l'avais évoqué tout à l'heure. Donc on était interlocuteur auprès de la direction de programme pour à la fois préparer les instances, conseiller les données, remonter les alertes, ce genre de choses. Et puis également, avec le support transverse pour tout ce qui est suivi contractuel, s'assurer que les chiffres du contrat sont OK, de voir comment ils évoluent. Tout ça c'est le suivi des engagements financiers, tout simplement. La gestion de la facturation, etc., tout un tas de choses. Notamment, on peut imaginer que lorsqu'un projet a des jalons de facturation qui sont définis, il y a besoin d'avoir un lien avec le terrain pour remonter, de savoir où on en est dans la délivrance des livrables et des PV associés pour pouvoir facturer au bon moment. Donc, cette gouvernance, comme je l'ai exposé, elle va avoir plusieurs niveaux d'escalade. Et généralement, on va s'appuyer sur une comitologie qui va lui permettre justement de sécuriser ses engagements. Donc, on va retrouver des comités projets qui vont plutôt être là pour suivre opérationnellement l'avancement des travaux, donc les fameux suivis de la qualité, coûts, délais et risques, assez classiques. Dans le cas de notre programme, nous, on avait donc ce qu'on appelle des comités de suivi qui étaient hebdomadaires. On avait aussi des comités de pilotage qui étaient à un plus haut niveau, qui étaient mensuels, et des comités de livraison. Donc là, la PMO, concrètement, n'y participait pas. C'était clairement les responsables de projet qui animaient ces comités. Ensuite, on va retrouver des comités transverses qui vont permettre de suivre les engagements. Donc, ils vont plutôt être au niveau pilotage de programme dont je vous parlais. Ça va permettre de valider les orientations, ça va permettre de valider les demandes de budget supplémentaires auprès des instances de la banque. Ça va permettre de piloter les engagements contractuels des partenaires. Donc concrètement, là sur ce programme, nous on avait des comités, ce qu'on appelle des comités de coordination, donc qui réunissaient à peu près tous les 6 semaines, 1 à 2 mois. Donc la direction de programme et les directeurs de projet, dont je vous parlais. Et on avait ça, donc c'est principalement la PMO d'organiser, c'était à la PMO d'organiser ces programmes, et c'était principalement elle aussi de les préparer et en partie de les animer. Et puis, donc ça, c'est plutôt un niveau opérationnel sur le suivi des engagements. Et puis, on va dire qu'on avait à côté un suivi plus contractuel sur le suivi des engagements par des comités contractuels qui avaient également lieu tous les 1 mois à 2 mois et qui, là, pour le coup, réunissaient la direction de programme dont je vous ai parlé et plutôt les fonctions de support type juridique, achat, contractuel. Donc là, l'objectif, c'était quoi? C'est clairement de suivre les engagements du partenaire,
les engagements qui étaient décrits dans les contrats, hein, l'accord cadre, les contrats d'application, de suivre les clauses contractuelles, voir si éventuellement il y avait des dérogations à appliquer au contrat, s'il y avait des pénalités à appliquer, et puis tous les aspects un peu plus liés à la facturation et au paiement. Donc, il y a vraiment une approche très systémique avec toutes les dimensions qui sont à prendre en compte et arriver à leur donner du sens pour justement arriver à sécuriser ces engagements-là. Et donc du coup, ça, c'est vraiment sur la dimension un peu technique, quelque part du sujet. Ce que tu voulais aussi évoquer aujourd'hui à Maurice, c'était la dimension un peu soft, entre guillemets, cette approche un peu de tiers de confiance qui se matérialise pas forcément et qui se théorise pas dans la gouvernance, mais qui se vit au quotidien. Oui, clairement. C'est vrai que sur les deux slides qu'on vous a présentés juste avant, c'était plutôt pour vous montrer que pour réussir une transformation, il est quand même important de définir des conditions et un cadre qui va permettre de sécuriser les engagements. Mais aujourd'hui, on voulait vous mettre l'accent un peu plus sur la manière dont on peut s'y prendre un tiers de confiance pour mener à bien sa mission dans cet écosystème qui est quand même complexe, hein, comme on l'a vu, qui faisait intervenir plusieurs acteurs. Donc à travers un tiers de confiance, ce tiers de confiance, dans le cas précis, c'est moi qui l'ai joué, hein, c'est là où je suis intervenu en tant que PMO. Comme je vous avais dit, j'étais rattaché auprès du client, mais on était sur une problématique de co-développement, donc faisant intervenir à la fois un client bancaire et un partenaire. Par conséquent, cette problématique de tiers de confiance, elle a été double sur le programme. Il fallait à la fois obtenir la confiance du client, mais il fallait aussi avoir celle du partenaire. Donc, un petit graphe qui vous permet un peu de matérialiser un peu comment ça a pu se dérouler cette approche tiers de confiance. On peut voir elle s'est déroulée en plusieurs séquences, hein. Il y a une première partie où forcément, on va s'approprier le contexte. Il faut, quand on arrive sur un cas comme ça, il va falloir forcément savoir comprendre, il va falloir comprendre les enjeux du programme et des acteurs, hein. Connaître les différents acteurs, que ce soit le client bancaire ou partenaire, l'environnement dans lequel on intervient. Donc clairement, c'est une phase où on découvre l'autre, hein. On découvre ses enjeux, sa manière de travailler, etc. Ensuite, classiquement, on va retrouver une phase où on va forcément devoir passer par une montée en compétences. Faut savoir que là, dans le cas précis d'aujourd'hui, on était quand même sur un contrat qui était quand même assez particulier, hein, lié aux spécificités du co-développement entre deux partenaires. Et le partenaire qui était en place avait notamment apporté tout un tas d'outils qui étaient justement liés à ces spécificités du co-développement. Donc, il y a forcément une phase de montée en compétences où il va falloir s'approprier ce contrat et ces outils. Et puis enfin, on va avoir, après, on va donc avoir une phase de construction où clairement, l'idée, ça va être de mettre en place tous les processus pour piloter le projet. Donc, il a fallu mettre toute l'articulation toute la PMO au sens large, hein, sur le programme, donc définir le processus budgétaire, qui faisait aussi, qui inclut également la remontée des éléments financiers auprès des entités de la banque, hein, le contrôle de gestion, la compta, de savoir où est-ce qu'on en était en termes de dépenses du programme. Il va falloir définir, animer tout le reporting, animer la gouvernance, etc. Donc il y a vraiment tout un tas de process à mettre en place. Et puis il y a aussi dans la phase de construction, il y a toute une phase aussi de création et de déploiement de nouveaux outils. Donc comme je vous ai dit avant, les trois acteurs qu'on va retrouver, hein, donc auprès des équipes projet, ça leur permet de piloter leur projet. À la direction de programme, ça leur permet de suivre les coûts du programme pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Et puis auprès des fonctions support, ça va leur permettre de leur donner de la visibilité, de savoir où on en est pour suivre les engagements. Donc une fois qu'on a mis tout ça en place, on va se retrouver à une phase que j'appelle une phase de run, de pilotage du programme, qui concrètement, ça va être la conséquence de tout le travail préparatoire qu'on a effectué avant. Concrètement, sur le programme, avec mon homologue PMO, on avait préparé ce qu'on appelle un kit projet, qui permettait de décrire tout le fonctionnement du pilotage. Le but, c'était quoi? C'était clairement d'aligner toutes les parties prenantes dont je vous ai exposé avant, les aligner toutes sur une même manière de fonctionner. Donc voilà, on voit qu'il y a plusieurs quand même étapes, hein, pour sécuriser ce programme par rapport à tout ce cadre qui est défini. Mais en parallèle, il me semble intéressant de voir comment aussi cette relation avec les parties prenantes, hein, à la fois clients et les partenaires, elle peut évoluer au fil du temps. Clairement, au début, lorsqu'on va arriver, on est dans l'appropriation du contexte, il va y avoir une phase de découverte, hein. L'objectif, ça va être d'apprendre à connaître l'autre,
sa manière de fonctionner, sa manière de penser, ses intérêts, que ce soit professionnel ou même personnel. Hein. Ce sont des choses qui sont extrêmement importantes dans cette relation de confiance qu'on va avoir avec les parties prenantes. Concrètement, avec le client, nous, on avait fonctionné sur des points hebdomadaires, hein, où l'objectif, hein, c'était de suivre un peu l'avancement des tâches, mais aussi également de se connaître. C'était très important. Et puis avec mon homologue du partenaire, mon homologue PMO, là, on était amené à travailler ensemble au quotidien. Alors ensuite, on va retrouver hein, une phase où on va plus avoir une prise d'initiative. On va retrouver des prises d'initiative. Clairement, on va pas tout maîtriser en arrivant sur un programme, mais même si on maîtrise pas, il faut savoir s'adapter aux contraintes et aux problématiques du client et donc prendre ces fameuses initiatives. Clairement, l'objet c'est pas de dire en arrivant, bah, ça je sais pas faire, c'est pas mon job, mais on va plutôt avoir une posture, on va dire ok, d'accord, donne-moi ce que tu veux, je vais voir ce que je peux faire, je m'en occupe et puis on verra ce que ça donne. Clairement, ça m'est arrivé de prendre en charge des tâches sur le programme. Enfin, justement, ça m'est arrivé de prendre en charge des tâches qui n'avaient pas de lien avec le programme. Un exemple peut-être anecdotique mais concret. Au début, lors de mon arrivée, ben, j'ai aidé des clients à réaliser toute la logistique du déménagement de ces équipes. Donc clairement, là, ça fait pour moi partie de cette phase prise d'initiative qui va contribuer à augmenter la confiance qu'on peut avoir avec l'ensemble des parties prenantes sur le programme. Et puis une fois qu'on a pris cette phase d'initiative, ben clairement, là, comme on peut voir, on est plutôt en phase de, on vient de finir la phase montée en compétences, on est en phase de construction. Ben là, clairement, on va devoir faire ses preuves. On gagne en crédibilité, on démontre qu'on comprend, qu'on sait faire, et c'est là qu'on va proposer des éléments nouveaux, donc plus pertinents, plus efficaces pour le programme. Et tout ça, tous ces éléments-là, ils vont permettre d'arriver vers une phase où clairement, on a gagné le niveau de confiance de ces interlocuteurs, pardon, et on va arriver sur un niveau de confiance optimum. Et c'est là clairement où le niveau de confiance va être le plus efficace au quotidien. Concrètement, ça se matérialisait par quoi? Par exemple, les points hebdomadaires dont je vous avais parlé, ils vont devenir plutôt des points bimensuels. On va se voir peut-être moins souvent, mais on connaît le client, on se met à sa place, on sait qu'il est très occupé, on sait qu'on a besoin de lui faire gagner du temps. Donc, on va vraiment aller à l'essentiel et lui remonter les points qui sont les points qui vont l'intéresser, les points d'alerte. C'est une phase où aussi on va pouvoir travailler vraiment en toute transparence avec les parties prenantes. Un exemple sur le programme dont je vous parlais, c'est-à-dire qu'on a des contrats qui vont permettre de fixer les conditions des projets. Et à la fin du contrat, on va bien avoir ce qu'on appelle une clôture contractuelle qui va permettre de revoir clairement en fait l'application des conditions tout au long du programme. Et donc, concrètement, on va pouvoir rentrer dans une phase de négociation s'il y a besoin. Et bien là, en adoptant une posture où on a la confiance du client, on a la transparence auprès du partenaire, on va pouvoir adopter une posture juste. L'idée, c'est d'apporter au client tous les éléments en contexte qui vont lui permettre de juger de la nécessité ou pas de négocier. Et le client a confiance dans ce qu'on lui remonte. Et en fait, ça va lui permettre de savoir où mener ses combats et de pas dépenser de l'énergie inutilement. Et puis aussi pour matérialiser, ben, clairement, là, c'était une phase où là, le client n'avait pas hésité à me confier d'autres tâches qui étaient en dehors du programme, des tâches qui n'étaient pas forcément annexes sur le programme, mais qui montraient bien que là, la collaboration était à un niveau efficace et qu'on avait un niveau de confiance qui était optimum. Donc clairement, tout ça pour vous dire que là, ce que je vous présente, on peut très bien maîtriser le contrat parfaitement sur les doigts, on peut maîtriser les méthodos au maximum. Tout ça, ça n'est possible que si on apporte aussi des compétences humaines. C'est ce qu'on appelle les soft skills. Donc à la fois de l'écoute, de l'empathie, de l'adaptation hein, et puis de la transparence, c'est ce que je vous citais juste avant. Pour moi, ça a apporté tout autant de valeur, si ce n'est plus, que les compétences techniques. C'est extrêmement intéressant parce que c'est effectivement une dimension qui n'est pas forcément bien appréhendée. À la fois la dimension méthode, celle-là est un peu plus classique. La dimension gouvernance, c'est beaucoup de choses qui on se dit bah oui effectivement ça fait sens, mais on a beaucoup de cas où on voit que cette gouvernance elle se met pas en mouvement de manière efficace et ça fait déraper les grands programmes. Et le dernier point que tu évoquais qui est effectivement cette vraie posture de tiers de confiance qui se matérialise par une dimension humaine qui est vraiment à prendre en compte et qui est un vrai savoir-faire de Novean dans l'accompagnement de ces programmes de transformation. Et cette dimension humaine, d'ailleurs, ce qui
ce qui est bien, c'est que tu l'exprimes, tu l'incarnes et ça se diffuse à l'entièreté des équipes du programme, que ce soit côté client ou côté partenaire, pour bien consolider cette logique de co-développement. Donc, c'est très, très intéressant. Alors, Céline, une petite question. Toi, du coup, travaillant avec Amaury, tu as constaté les bénéfices en fait de tout ce qui est évoqué à Amaury. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots en termes de valorisation de toute cette approche? Oui. Alors effectivement, alors que ce soit dans le cadre du business case là qu'Amaury nous présente ou sur des contextes similaires de pilotage de programme, en fait, ce qu'on constate et ce qu'on apprécie, c'est par exemple de la nécessité de mettre sous contrôle des éléments contractuels et juridiques qui impactent le programme. Et là, en fait, on a une relation main dans la main, un travail main dans la main avec les achats et le juridique. Et c'est le tiers de confiance, justement, qui va endosser ce rôle, qui va avoir ce travail main dans la main, tout en mettant, bien sûr, dans la boucle le directeur de programme, bien sûr. Un autre point que l'on apprécie, enfin, on va dire qu'on constate, c'est qu'il faut prévoir une enveloppe de pilotage d'environ 10 à 15% du budget du programme parce que c'est ce qui va permettre notamment de maîtriser les engagements contractuels, que ce soit pour le CODEV, que ce soit pour la relation avec les fournisseurs notamment. Et justement, grâce à cette mise sous contrôle, enfin ce pilotage qui est fait au niveau des engagements, on a vu qu'on pouvait économiser à peu près 8 points de marge sur le budget à comparer à d'autres contextes de programme où en fait ce fonctionnement n'était pas mis en place. Concernant la remontée de l'avancement du programme, là, il faut bien avoir en tête qu'il faut un niveau de reporting à 3 niveaux, un reporting triple sur le programme, ce qui va permettre et ce qui va favoriser la prise de décision et les arbitrages. Donc, les infos et le niveau de détail varient selon les interlocuteurs. On ne rentrera pas dans le même niveau de détail, que ça soit sur un niveau opérationnel, un niveau stratégique, où là, on est sur quelque chose de plus global sur le programme, ou sur un point de vue COMEX, où là, c'est plutôt une vision consolidée qu'on va apporter. Mais vraiment, l'idée, c'est d'avoir en tête qu'il y a ces 3 niveaux de reporting qui sont nécessaires. Et pour permettre justement ce reporting à 3 niveaux, les infos premières donc, viennent du terrain, donc bien sûr du programme. Donc il faut en amont s'assurer du partage et de la bonne compréhension sur les attendus en termes de pilotage. Et c'est pourquoi ce rôle de tiers de confiance, il est là pour évangéliser sur les bonnes pratiques de pilotage. Alors bien sûr au regard des exigences, mais il est là aussi pour accompagner sur le terrain dans la mise en œuvre. Et tout ça, ça va favoriser une amélioration continue de la maturité en termes de pratique de pilotage. Et ce qu'on a pu constater et vraiment apprécier, c'est que les forces vives qui sont mobilisées sur le programme ont le même credo, et ce credo, il est porté et impulsé par le tiers de confiance. Top, excellent. Merci beaucoup Céline. Du coup, parce qu'on va bientôt arriver sur la conclusion du webinaire du jour, si on avait 3 éléments principaux à retenir, Amaury, lesquels tu mettrais plutôt en avant? Oui, et ben tout à fait. C'est ce qu'on a un peu vu tout au long de cette présentation. Ce qui est important déjà, c'est d'aligner les parties prenantes autour d'un framework de travail qui soit bien partagé sur les finalités et les énergies du programme. Ça, c'est la première chose. Après, la deuxième partie, c'est qu'on va devoir sécuriser les paies de création de valeur par un suivi équilibré des engagements et leur mise en perspective. Et tout ça n'est possible en troisième point ce que je vous présentais, c'est pour la bonne réussite du programme. Tout ça va être possible que par une valeur qui est peut-être immatérielle, mais qui s'appelle la confiance entre les parties prenantes, la confiance sur le programme. Et ce qui était un peu l'objet de cette présentation, on a pu voir que ça pouvait s'exprimer par un tiers de confiance qui pouvait justement aider à mettre tout ça en place. Excellent. Céline, peut-être que tu peux nous parler de quelques références un peu similaires de Novéane sur des sujets comme l'a expliqué Amaury aujourd'hui. Oui, alors bon, côté Novéane, nous, ça fait une vingtaine d'années que l'on accompagne nos clients sur du pilotage de programme et où ce rôle de tiers de confiance est mis en place. Alors, on pourrait citer par exemple un programme de cybersécurité où on est intervenu en accompagnement au pilotage pour notamment le Crédit Agricole, ou encore à la Société Générale où il y avait un programme d'évolution de l'operating model
pour la banque de détail, sur lequel, pareil, nous avons joué ce rôle de confiance. Nous avons également d'autres références auprès de Raja, par exemple, dans le secteur de l'industrie, où nous avons accompagné un gros programme qui permettait l'alignement des différents catalogues de produits à travers le monde. Après, j'aimerais mettre l'accent en fait sur deux références particulières. Une qui est dans le monde de la protection sociale, dans la santé, donc c'est une référence que nous avons réalisée, qui est toujours en cours de réalisation, donc c'est pour Elsan, où en fait on accompagne au pilotage d'un programme stratégique qui vise à l'implémentation d'un ERP. Et ce programme se fait donc bien sûr avec la mise en place de ce tiers de confiance, mais surtout en co-développement avec un grand cabinet de conseil. Donc, on est vraiment dans le même cas, le même scénario que ce que Amaury nous a décrit. Et puis également, nous intervenons dans le secteur privé auprès de la délégation à la sécurité routière, où là, pareil, nous assurons en co-développement la mise en œuvre de nouveaux systèmes d'information et de téléservices à destination de plus de 40 millions d'usagers quand même. Secteur public, il me semble. Oui, pardon, je me suis trompée. Sans souci. Merci beaucoup, Céline. Alors, c'est le moment des questions. Je regarde, alors on a reçu une question. Amaury pose la question de savoir ce qui est finalement dans ce que tu as expliqué, qu'est-ce qui a été le plus complexe à mettre en œuvre, là où vraiment tu estimes qu'il faut apporter un point d'attention particulier pour bien sécuriser cette approche par tiers de confiance. C'est une très bonne question. Alors, c'est vrai que, comme j'ai exposé par rapport à la problématique de co-développement, je dirais que ce qui était un peu plus complexe à mettre en œuvre, c'est notamment lié au fait qu'on avait un contrat qui était quand même assez complexe, qui avait des spécificités qui sont vraiment propres au co-développement. C'était pas un contrat classique, dira-t-on. Et on avait aussi un partenaire qui arrivait avec tout un tas d'outils qui étaient justement propres à cette problématique de co-développement. Donc, il fallait s'approprier ces outils, tout ça. Donc, par rapport à tout ça, plus complexe et plus challengeant un peu dans ma mission, c'était c'est de proposer à travers ce contexte des process et des outils qui soient vraiment adaptés aux équipes projets, qui permettent d'apporter des outils le plus simple possible, qui leur fassent gagner du temps et de savoir où ils en sont dans le pilotage de leur projet. Ok, alors une autre question, c'est peut-être dans la même veine, mais dans le sens plus positif du coup. Qu'est-ce qui a été vraiment marquant en termes de réussite? Alors on a évoqué des axes de création de valeur et des endroits où ça se mesurait comme l'évoquait Céline. Est-ce que toi, dans le contexte précis de ton business case, la question porte vraiment sur une des réussites où tu sens que ça a apporté beaucoup de valeur d'un coup, un gros accélérateur? Oui, c'est vrai que, enfin, comme on disait là, on avait vraiment deux entités, deux parties prenantes différentes qu'il fallait amener à travailler ensemble. Donc, je dirais que une belle réussite, c'était petit à petit, on a réussi à instaurer un climat de confiance et où les équipes pouvaient travailler quasiment en autonomie, je dirais. À la fois, je pense que ça s'est pu se permettre parce qu'on a gagné la confiance du client. En lui montrant qu'on pouvait défendre ses intérêts au plus juste. Et de l'autre côté, on a peut-être gagné une certaine crédibilité auprès du partenaire en travaillant de manière transparente et efficace. Et du coup, en fait, cette autonomie, je dirais, ça a même posé par moment, enfin vers la suite du programme, certaines questions sur la continuité de certaines instances. On voyait qu'il y avait peut-être d'elles-mêmes, en fait, les équipes étant rapprochées, elles arrivaient à travailler ensemble. Et par moment, il y a peut-être certaines instances dont j'ai exposé tout à l'heure où on s'est posé la question de savoir s'il y avait vraiment besoin de les maintenir. Enfin, en tout cas, oui, de les maintenir, mais à une fréquence aussi récurrente, puisque globalement, les équipes travaillaient concrètement ensemble. Et je pense que du coup, ça rejoint un peu ce que tu disais, Céline, là-dessus. Quand on arrive justement à avoir ce niveau de confiance sur un programme, c'est peut-être là où on va réussir à dégager une marge de manœuvre financière pour se concentrer vraiment, mettre du pilotage de manière efficace et se concentrer les équipes plus sur la réalisation, on va dire, que sur l'organisation et les réunions. Ok, excellent. Bah, écoutez, c'est l'occasion de vous remercier Céline et Amaury pour ces contributions. Et merci à vous.
Merci. Je vous rappelle que sur la plateforme, il y a nos autres webinaires qui sont disponibles soit en replay s'ils sont déjà passés, soit en inscription pour ceux qui sont à venir. Et nous allons donc pouvoir conclure ce webinaire et vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau webinaire autour de la continuité d'activité dans le contexte du Covid, de la Covid, pour être exact. Je vous souhaite une excellente journée à tous et à très bientôt.